les animaux domestiques, puisque c'est ceux-là qu'on soigne, il y a vraiment une grande différence entre les chiens et chats, pour lesquels en homéopathie on va être consulté très souvent sur des problèmes chroniques, chez des gens qui sont dans des impasses thérapeutiques, des problèmes d'allergie, des problèmes de maladies auto-immunes, des choses comme ça. Un peu ce qu'on retrouve en humaine en fait, hein, dans nos pays occidentaux, l'homéopathie humaine c'est pareil, c'est dans les cas chroniques, dans les pathologies lourdes et longues. Et ça fait partie d'ailleurs des idées reçues des gens qui pensent du coup que l'homéopathie c'est un truc pour les choses longues, qui ne connaissent pas l'homéopathie aiguë, parce qu'en humaine, dans nos pays occidentaux, il y en a très peu. Donc chez les chiens chats ça va être ça, et chez les ruminants au contraire, on va faire beaucoup d'aigus. Donc ce qu'on appelle les animaux de rente, c'est-à-dire les bovins, les ovins, les caprins. Là, on a beaucoup de pathologies aiguës sur lesquelles on intervient, des problèmes respiratoires, des problèmes de mammites chez les vaches, des problèmes de pathologies digestives, des choses comme ça. Et là, le gros intérêt pour l'éleveur, en fait, pour l'éleveuse, c'est d'une part l'efficacité, parce que c'est extrêmement efficace et rapidement, et d'autre part, pour eux, le coût du traitement, parce que là on rentre dans une dimension qui est économique évidemment, et en plus au niveau du coût il y a ce qu'on appelle les délais d'attente, c'est-à-dire qu'un éleveur qui soigne une vache par exemple avec un antibiotique ou avec un anti-inflammatoire, il va y avoir un délai d'attente sur le médicament, sur le traitement, qui fait que pendant X jours il ne pourra plus livrer le lait de cette vache ou faire partir cette vache à l'abattoir, etc., etc. Et avec l'homéopathie on n'a pas ce problème-là, puisqu'on n'a pas de résidus de fait. Donc la démarche elle est différente, et puis chez les chevaux c'est marrant parce que c'est un peu entre les deux. J'ai des gens qui connaissent bien l'homéopathie, sur lesquels on va pouvoir avec eux soigner des pathologies aiguës du type colique des chevaux, qui sont un syndrome douloureux lié aux problèmes intestinaux ou autres d'ailleurs, ovariens ou urinaires, etc., et qui sont des pathologies graves chez le cheval, et sur lesquelles si on intervient assez tôt et rapidement, on peut effectivement faire de l'homéopathie aussi de façon très efficace. Mais on va avoir aussi les pathologies chroniques type emphysème, type boiterie chronique, sur lesquelles là on va avoir la démarche classique de maladie chronique et de recherche d'un remède de fond, quoi. La limite de l'homéopathie, c'est pas la gravité de la maladie. La limite de l'homéopathie, c'est l'homéopathe d'abord et ses compétences, et c'est pas forcément confortable d'ailleurs. Et puis c'est aussi, on a un médium entre l'animal qu'on soignait et nous, qui est le propriétaire du chien ou du chat ou du cheval, ou l'éleveur, et ça fait partie de la difficulté. Nos animaux payent un tribut assez lourd en médecine allopathique en tant qu'expérimentateur des médicaments, d'accord ? Et là, finalement, on utilise une médecine qui est humaine, sur laquelle il y a des expériences d'humains qui ont pris des remèdes pour tester, pour créer ce qu'on appelle nos pathogénésies et nos matières médicales. Donc effectivement, après, il y aura un petit gasp à faire pour adapter tout ça aux symptômes de nos animaux. Honnêtement, ce n'est pas la plus grande difficulté. Moi, je trouve ça génial qu'on ait des pathologies faites sur les humains, parce que justement, on a cette richesse-là des symptômes que l'humain peut raconter, avec des symptômes qu'on n'aurait pas chez les animaux, comme les illusions ou les rêves, par exemple, ou les sensations, d'accord ? Et par contre, a posteriori, quand on a un animal qui a été guéri par un remède homéopathique, eh ben, ça nous donne un nouvel éclairage, sur une nouvelle compréhension de cet animal. J'ai un cas qui est rigolo, parce que c'était ma propre chienne, quand j'étais étudiant encore vétérinaire. Je faisais de l'homéopathie un peu déjà, et ma propre chienne qui m'accompagnait partout, je faisais de l'escalade à l'époque, en falaise par exemple, et je l'attachais en bas, et elle hurlait à la mort en regardant la falaise, et en me regardant monter sur la falaise, etc. Et moi je me disais, elle a peur que je tombe, etc. Bêtise quoi. Et puis un jour cette chienne est devenue épileptique, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie, donc j'ai dû commencer à chercher, et je me suis dit, là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, si tu considères que l'homéopathie doit marcher, vas-y quoi. Et donc j'ai cherché un remède pour cette chienne, et il y a un remède qui l'a grandement amélioré, pas totalement guéri. L'épilepsie c'est difficile à guérir complètement, mais qui l'a vraiment grandement amélioré. Elle faisait une crise tous les 2 ans. Et ce remède c'est Argentum nitricum. Quand on connaît Argentum nitricum, on découvre dans la matière médicale qu'il a notamment la sensation, l'illusion que les murs vont lui tomber dessus et vont l'écraser, quoi. Donc en fait cette chienne elle n'avait pas peur que je tombe, elle avait simplement la sensation que la falaise lui tombait dessus toute la journée. Donc c'est ce qui m'a mis un peu à ma place, quoi. C'était mieux. Un primatologue très célèbre s'appelait Franz de Waals, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un mec extraordinaire que j'aimais beaucoup, qui dit qu'il n'y a aucune émotion humaine qu'on ne peut pas retrouver chez les animaux. C'est-à-dire qu'il considère que tous les animaux sont capables d'autant d'émotions que nous, quoi. Et il dit d'ailleurs que l'anthropomorphisme n'est pas un obstacle à l'observation animale. De toute façon, l'observation animale objective n'existe pas. Et
moi je dirais que plutôt que de faire de l'anthropomorphisme, ce qu'il faut faire c'est du zoomorphisme, c'est-à-dire que se mettre à la place de l'animal et essayer de comprendre pourquoi cette vache qui depuis qu'elle est malade elle va se coucher au fond de l'écurie là où c'est le plus sombre, où c'est peut-être le plus humide, ou peut-être où il y a un courant d'air, aller se mettre à sa place et essayer de comprendre comment l'animal vit sa souffrance et pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Et là on découvre des choses, en se mettant à la place de l'animal, on découvre des symptômes aussi, des choses qu'on n'a pas vues avant. La difficulté de l'observation, en fait, pour nous, c'est d'utiliser tous nos sens, nos 5 sens évidemment, mais c'est aussi ce 6e sens qui est l'empathie, qui est le fait de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre comment il souffre. Et du coup, tout le répertoire s'ouvre. Alors j'avoue que le chapitre rêve, je n'ai pas encore pu l'utiliser, mais je ne décourage pas. Selon les espèces domestiques, il est clair que le symptôme ne va pas avoir la même valeur et la même importance. Il faut bien comprendre par exemple qu'une espèce grégaire, comme les ruminants par exemple, le symptôme désir de compagnie n'est pas un symptôme. L'aversion à la compagnie est un symptôme. Alors que c'est une espèce solitaire comme le chat, le désir de compagnie devient un symptôme alors que l'aversion à la compagnie ne l'est pas. Donc il faut comprendre avec quelle espèce on travaille pour justement se mettre à sa place et valoriser les symptômes en fonction de l'animal qu'on a en face de soi. Je trouve ça absolument fascinant, quoi. C'est émerveillé effectivement du pouvoir de guérison de l'homéopathie et puis au-delà de ça, de ce que ça représente en fait cette guérison. C'est-à-dire cette rencontre entre un remède qui raconte une histoire à lui, que ce soit un végétal, que ce soit un animal ou même un minéral, et puis un individu qui souffre. Et le mystère de cette rencontre-là, il est fascinant. En fait, il y a des animaux qui m'ont appris des choses. C'est tout ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est les animaux qui m'ont appris, je pense. Il y a un cheval qui était intéressant, c'était un cheval... les gens m'appellent, je ne les connaissais pas. Et il m'appelle, il me paraît que vous faites de l'homéopathie, voilà, on a un poney, un double poney, donc un petit cheval si vous voulez, qui avait de l'emphysème. L'emphysème c'est une maladie, c'est l'asthme chez l'homme en fait, c'est une maladie pulmonaire grave. Et c'était un cheval de compétition et qui avait été arrêté du fait de ses problèmes respiratoires. Et j'arrive chez ces gens et je lui dis, bon, vous savez en homéopathie, il faut que vous me parliez de votre cheval. Il me dit, oui, je sais. Et ce cheval c'est un intellectuel et il est aggravé au vent du sud. Là, je suis resté baba et j'ai dit bon ok c'est un bon début. C'était un bon début parce qu'il y avait tout le remède en fait là-dedans. Et j'ai dit mais vous pouvez expliquer pourquoi c'est un intellectuel? Elle me dit oui, vous voyez la jument là-bas par exemple là, elle c'est pas une intello, c'est-à-dire que quand il veut sortir lui, il pousse la jument vers le fil pour voir si le courant passe à cet endroit-là. S'il passe, elle se prend une châtaigne et donc là il sait que c'est pas la peine. Si il voit que ça touche et qu'elle bouge pas, c'est qu'il n'y a pas le courant, donc il marche sur le fil et il se barre. J'avais effectivement. Si vous avez un autre exemple, il me dit ouais, il fait du CSO, donc concours saut d'obstacles, et quand on arrive sur un concours, il apprend le parcours par cœur. Et il repère où est le barrage. Le barrage, ça veut dire que quand vous avez 9 obstacles par exemple, et que le cheval a passé les 9 premiers obstacles sans faute, sans faire tomber de barre ou sans refus, il y a un barrage intégré, c'est-à-dire qu'il va passer 3 obstacles supplémentaires chronométrés. Et donc elle me dit, il repère, il apprend le parcours, on le voit, il suit des yeux les concurrents qui passent avant, il repère où est le barrage, et ensuite il y va, et il gagne tout. Et en fait, c'est ma fille qui le monte, ma fille n'est pas une très très bonne cavalière, donc on lui dit surtout tu touches à rien, et tu laisses faire. Et le cheval s'appelait Husky, et donc Husky sautait les 9 obstacles, les 3 derniers à fond la caisse, et il gagnait tout. Donc ça, plus le fait que c'était ce qu'on appelle un vrai dominant, j'aime pas du tout le terme de dominant, ça restreint la compréhension qu'on a de l'animal en fait. Et c'était lui le vrai chef du troupeau, dans le sens où c'est lui qui harmonieusement ramenait la paix en permanence. C'est-à-dire que le cheval qui se bat tout le temps, c'est pas lui le chef, faut pas se tromper. Husky, lui, il arrivait quand ça se chipotait, qu'il y avait la distribution des aliments et que ça commençait à se battre, lui il arrivait, il couchait les oreilles, oula, tout le monde se calmait, oula, ok d'accord, je retourne à ma place. C'est ça un vrai chef. Donc ça, plus le reste, ça nous a donné Natrum carbonicum. Il a guéri de son emphysème, il a refait de la compétition pendant 2 ans. Et ça, c'était vraiment une histoire qui m'a beaucoup marqué.